Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission de Faut causer où vous êtes, comme tous les jeudis, les bienvenus. Ce soir, on va célébrer la femme noire. On la célèbre, on l'admire, on l'aime, on la met en avant. Mais en réalité, elle est souvent testée, elle est comparée même, elle est jugée. À l'échelle mondiale, on le sait, la femme noire, elle représente une petite minorité, entre 6 et 7% de la population mondiale sur la planète. C'est très peu. Mais en même temps, elle porte sur ses épaules une majorité de combats. Combats identitaires, et également d'image et de légitimité. Vous savez, Frantz Fanon l'a dit, le regard de l'autre vous fixe et on pourrait y rajouter et vous enferme. Alors, dans notre émission ce soir, avec nos 4 invités, nous répondrons en tout cas à cette question, la question suivante de savoir si la femme noire aujourd'hui, elle est légitime par rapport à son passé, à son histoire et surtout, si est-ce qu'elle est simplement tolérée quand elle rentre dans certaines cases. À vous de répondre ou encore à vous de nous écouter. Merci d'être avec nous ce soir et merci à vous 4, mesdames, d'être là. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Alors, on va faire un tour de table, comme à chaque fois. Je pense que vous connaissez l'émission Faut causer, donc à causer, on va dire les choses vraies. Vous êtes 4 femmes et 4 belles femmes. Vous voyez, mes Itata, je suis bien entourée ce soir de beauté, de femmes noires et belles. Alors, on va commencer avec vous, Madame Guihoubli-Élodie. Bonsoir, Madame Guihoubli, merci d'être là. Vous êtes psychosocio-esthéticienne. C'est un terme qui n'est pas répandu, en tout cas que tout le monde ne... C'est pas tout le monde qui le connaît. Alors, avant toute chose, je vais vous demander de nous expliquer en quoi ça consiste, puisque vous êtes également et surtout référente dom-tom au sein du comité psychosocio-esthéticienne de France. Alors, qu'est-ce qu'une psychosocio-esthéticienne en premier lieu? Alors, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir, en tout cas sur le plateau de Zitata. Avec plaisir. Effectivement, donc une psychosocio-esthéticienne, c'est une praticienne qui va s'occuper tant sur le savoir-être que sur le savoir-faire de la prise en charge de sa patientèle. Et mon travail consiste à, donc dans mon unicité, à revaloriser les personnes atteintes de pathologie, mais également les personnes qui traversent des moments difficiles comme le deuil ou en tout cas en détresse émotionnelle. Et par la suite, effectivement, donc Clara, je suis référente dom-tom du comité de socio-esthéticienne de France. Donc, je représente la Martinique particulièrement au sein de ce comité, qui consiste également à s'occuper des autres, à prendre soin de l'autre, tant sur l'aspect physique que psychique. D'accord, donc vous parliez de patientèle à l'instant. Quand vous parlez de patientèle, vous avez, j'imagine, dans cette patientèle, énormément de femmes qui viennent vers vous. Et donc, en tant que psychosocio-esthéticienne, quel est le rapport que vous entretenez professionnellement, évidemment, j'entends. Comment est-ce que vous aidez ces femmes-là? Est-ce qu'elles viennent vers vous avec des traumas et comment vous arrivez à traiter ces traumas? Alors, j'ai différents profils à mon contact, notamment des femmes atteintes de cancer, il y a des femmes seniors, il y a des femmes en dépression également, et j'en passe. D'accord. Et mon travail consiste, par exemple, pour une femme atteinte de pathologie qui va perdre ses cheveux ou qui aura des transformations importantes au niveau de son corps, mon travail consiste à l'aider à mettre des mots, donc MOTS, sur ces mots MAUX, donc que ça soit émotionnel ou physique, pour un temps de libération de la parole, D'accord. qu'elle puisse effectivement parler, partager de ses souffrances, pour conscientiser ce qui se passe en elle pour devenir actrice de sa vie. Waouh, ça m'a l'air vraiment formidable ce que vous faites et dans un instant, on va revenir, sur la question qui nous, réunit ce soir. Est-ce que véritablement la femme noire a besoin, aujourd'hui encore, de se prouver quelque chose ou d'être valorisée? Merci à vous, Madame Guihoubli. On se tourne vers vous, Madame Laure Solo-Vanessa. Bonsoir à vous et merci d'être là. À votre tour de nous parler un petit peu de vous, hein. Vous êtes, fondatrice, alors quelques mots, hein, en amont et je vous laisserai nous expliquer un petit peu. Vous êtes fondatrice de l'œuvre qui s'appelle Les Sentinelles au combat. Alors, c'est qui ces sentinelles au combat, Madame Laure Solo? Alors déjà, les sentinelles, merci de l'accueil. Et les sentinelles au combat, c'est d'abord un cri de cœur pour les femmes avec la spécificité, les femmes chrétiennes en fait. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir se dire que dans cette société, toutes les femmes ont tendance à porter des masques. Et le milieu chrétien n'est pas exempté de cela, mais c'est de pouvoir trouver un moyen, un espace où elles vont pouvoir se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir verbaliser leurs souffrances, verbaliser leurs émotions, sans pour autant culpabiliser par rapport à leur foi chrétienne. Parce que des fois, on dit oui, quand tu es chrétien, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problème. Eh bien non,
c'est pas vrai. On peut traverser des problèmes et des difficultés, mais justement, en tant que femme, on va en parler. On a tendance à pouvoir intérioriser ce que l'on vit. On a tendance à vouloir avoir la casquette du tout va bien. On a tendance à vouloir être une femme couteau suisse qui va pallier à tout. Et résultat, la femme s'oublie et la femme chrétienne aussi s'oublie. Donc, avec les sentinelles au combat, c'est de pouvoir permettre aux femmes d'avoir sur des événements, que ce soit des moments à thème ou des moments bien-être, en tout cas un moment où on va se focaliser sur elles, sur leur bien-être à elles et où elles auront la possibilité de pouvoir mettre en mots leurs difficultés, leurs souffrances, sans crainte d'être jugées, d'être regardées, parce qu'au sein des Sentinelles au combat, nous avons aussi notre charte de la confidentialité, de manière à permettre, parce que malheureusement, les femmes souffrent de ce qu'on appelle le milonnage, c'est-à-dire on aime vraiment parler de tout, et c'est aussi une difficulté, parce que l'on ne peut pas non plus se confier, on ne peut pas non plus exposer, parce que sinon, ça peut paraître partout, et on n'a pas forcément envie de ça, et surtout, avec les Sentinelles au combat, c'est réellement donner un espace de confiance où la femme va pouvoir déposer sa parole, va pouvoir être écoutée, parce qu'on a parfois des intervenantes qui viennent selon les thématiques des événements que nous organisons. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre à ces femmes de pouvoir s'exprimer. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est un vrai cri de cœur, déjà en tant que femme chrétienne, qui suis en plus mère célibataire. Donc, c'est vraiment quelque chose où tout ce que j'ai pu traverser comme épreuve m'a donné la force de pouvoir me dire je n'ai pas souffert tout cela pour rien et que si à un moment donné j'ai réussi à m'en sortir, je peux aussi, à travers les clés que j'ai pu dégager par moi-même et par les professionnels qui ont pu m'accompagner, pouvoir retransmettre et pouvoir transmettre surtout ce que j'ai pu recevoir. D'accord, merci pour cette explication très claire. Juste clarifier aussi autre chose. Vous avez précisé que l'association, en tout cas l'œuvre que vous avez fondée, est réservée uniquement aux femmes chrétiennes ou c'est ouvert à tout le monde? Elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est une œuvre qui existe depuis... Donc, le Cri de cœur est arrivé en 2017, mais là, les premiers événements ont vu le jour en 2020. D'accord. Et elle n'est pas fermée aux femmes chrétiennes, bien au contraire. Elle est ouverte à tous. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à pouvoir faire une association parce que l'idée, c'est de pouvoir être une plateforme qui va pouvoir être en lien et en réseau avec les structures déjà existantes et environnantes parce que, avant tout, c'est le cri de cœur pour les femmes. Maintenant, nous sommes ouverts à tout. Super, merci beaucoup Madame Lancelot, c'est génial tout ça. J'ai hâte de rentrer un petit peu dans le débat. Avec tout ça, on aura beaucoup de choses à entendre. Alors, on se tourne vers vous. Allez, Madame Merlin, plutôt Madame Merlin Magali, vous êtes coach en bien-être et nutrition. Merci à vous et merci d'être là. Bonsoir. Vous avez, vous aussi, décidé de participer à ce débat parce que vous êtes sensible. Vous avez été sensibilisé aussi à la question de la femme noire dans votre activité professionnelle, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment est-ce que le coach en bien-être et en nutrition peut aider la femme noire, singulièrement cette femme noire? Alors, c'est vrai que en tant que femme noire déjà, et aussi en tant qu'antillaise, j'ai réalisé que aujourd'hui autour de nous, il y a beaucoup de femmes qui souffrent, beaucoup de femmes qui souffrent du surpoids, beaucoup de femmes qui souffrent du manque d'écoute. Et parfois, en fait, ça se voit physiquement, mais c'est souvent intérieurement que le problème est là, en fait. Et souvent, on cherche ou on voit ce qui apparaît, donc son physique, mais on ne creuse pas suffisamment pour savoir quelle en est la cause. Et en travaillant sur moi-même, parce que je suis toujours dans ce processus, finalement, j'ai réalisé qu'être dans un processus n'empêche pas d'accompagner d'autres. Et dans mon quotidien, j'accompagne beaucoup de femmes qui, en les écoutant, je réalise que réellement, la vraie difficulté, c'est de déjà mettre le doigt sur ce qui est à l'intérieur. Et lorsque cette chose-là est ciblée, lorsque la personne se sent écoutée, lorsque la femme se sent attentive, enfin, on va dire écoutée, mais aussi sans jugement. Et j'ai beaucoup apprécié ce que Vanessa disait sur le fait de se sentir dans un cadre où on sera en sécurité. Un cadre où on sait qu'on va être écouté, mais que ce qui sera dit ne sera pas divulgué. Et en fait, en ayant cette écoute-là, beaucoup de femmes se sentent finalement assez en confiance pour réapprendre à se connaître, réapprendre aussi à voir qui elles sont, à s'aimer. Et du coup, le processus s'engage, mais pas seulement sur le physique, donc pas seulement sur la nutrition, mais aussi sur le bien-être, d'où l'intitulé coach bien-être
et Et nutrition. nutrition, super. Voilà. Merci à vous, Madame Merlin. On reviendra vers vous dans un instant. Très bien. En face de vous, notre dernière invitée que je vais présenter avant de rentrer, de mettre les deux pieds dans le plat de notre débat, Madame Morjon-Prisca. Alors, Prisca, évidemment, vous êtes un visage connu de nos téléspectateurs, n'est-ce pas? Et surtout, quand on vous voit, votre beau sourire, on pense miam miam. Alors, vous êtes chef et vous avez aussi eu l'occasion d'avoir vos émissions sur nos différentes chaînes locales en Martinique et de présenter de belles choses. En préparation, en amont de cette émission, vous m'avez dit quelque chose de vraiment formidable que j'ai noté. Vous apprenez, vous enseignez, vous faites de la transmission et surtout, vous tentez en tout cas, vous nous direz si ça fonctionne, de faire le lien entre le bien manger et le bien-être, surtout chez la femme noire qui nous rassemble aujourd'hui, le sujet de notre émission. Comment vous y arrivez? Ben effectivement, en m'appuyant d'abord énormément sur les héritages que nous avons reçus de nos anciens, parce qu'on se rend compte que la cuisine locale, la cuisine antillaise, elle a déjà dans son ADN beaucoup de bonnes méthodes, de bonnes associations, de bonnes valorisations des produits qui font du bien. D'ailleurs, on est une des régions là, les plus riches en personnes de certain âge. Ça veut bien dire qu'on sait prendre soin de nous naturellement. Donc, j'ai d'abord vraiment travaillé et appris de nos anciens. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que dans le monde moderne dans lequel on vivait, dans cette perpétuelle marche en avant, même course en avant, où on se rendait compte que de moins en moins il y avait de la place pour le bien manger, il était possible de s'inspirer de tout ça, de valoriser nos produits locaux et de les intégrer dans des recettes différentes, rapides, adaptées à notre mode de vie. Et à côté de ça, c'est aussi un bon moyen de prendre conscience de nous-mêmes. Quand on cuisine, c'est du temps pour soi. Quand on cuisine, c'est aussi de l'estime de soi, parce qu'on se rend compte des progrès qu'on peut faire, de ce qu'on est capable de faire, même quand on pense qu'on est nul. Comme souvent, les gens me disent « J'adore vos recettes, je suis nulle, mais j'arrive à faire. Donc, c'est bon, j'ai gagné. » Et c'est ça l'idée. C'est une façon vraiment de s'ouvrir à soi en s'ouvrant aux autres. Parce que souvent, quand on cuisine, c'est pour partager. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça l'idée. La cuisine, pour moi, c'est déjà un premier pas vers soi-même et donc, bien sûr, vers son bien-être. D'accord, super. Merci à vous, Prisca, et à vous quatre, mesdames. Première question, qui est une question, on va dire, collégiale hein, pour tout le monde. Pourquoi est-ce que, selon vous, aujourd'hui, encore aujourd'hui, qu'il soit important d'avoir à valoriser la femme noire? Pourquoi est-ce qu'il faut encore faire aujourd'hui, qu'il faille, pardon, encore faire des événements, mettre en place des ateliers comme les unes et les autres vous faites de manière professionnelle? Pourquoi est-ce qu'on est encore là en 2026, selon vous? Ben écoutez, dans notre société, c'est vrai que souvent la femme noire a été, alors déjà, si on remonte bien plus loin à l'esclavage, hein, Oui. la femme n'avait pas forcément son mot, enfin, n'avait pas du tout même son mot à dire. Et, et en tout cas, moi, j'ai fait des études d'histoire, justement, et du coup, dans mes études, ça me marquait de voir que la femme n'avait réellement aucun droit, même pas le droit de conserver ses propres enfants. Et du coup, inconsciemment, dans notre identité ou dans nos gènes, il y a des choses qui peuvent être toujours présentes. Et en fait, c'est à nous, finalement, dans notre génération ou les générations qui prennent conscience de cela, de faire ce qu'il faut pour ne pas transmettre ça aux enfants et aux jeunes générations. Et une fois qu'on est conscient, quel que soit l'âge, parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont dans les générations précédentes qui en prennent conscience, Oui. mais en fait, c'est de se demander, maintenant qu'on est conscient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là à subir? Est-ce qu'on reste là en tant que femme à se dire, ah ben voilà, on reste là et on subit, ou on se forme, ou on cherche à savoir comment on peut enseigner à nos futurs enfants ou nos enfants comment se considérer, comment s'apprécier, comment s'aimer. Et ça passe par tous les aspects qu'on a vus finalement. L'alimentation, mais la prise de conscience de qui l'on est, de pourquoi on est là, de qu'est-ce qu'on fait, de quelle est notre valeur. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important. C'est super. Dites-moi, Madame Guihoubli, il faut rappeler à la femme noire qu'elle a de la valeur. Est-ce que c'est pas un aveu, quelque part, d'un échec collectif? Alors, comme l'a très bien dit Madame Merlin, il y a une réalité et c'est pour ça que j'aime à dire, il y a l'histoire, notre histoire, mais nous pouvons changer aussi certains impacts négatifs pour en sortir quelque chose de meilleur et de nouveau. Et c'est là où on voit vraiment la valeur de la femme parce qu'elle a su, je parle par exemple aussi d'une femme atteinte de pathologie, OK, je vis ça, mais c'est pas fini. Je traverse cette crise et j'en sors quelque chose de nouveau pour être encore soit plus forte, mais dans ma vulnérabilité, pas forcément comme on pense justement au sujet de la femme potomitan,
voilà, j'ai vécu ça, mais qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon? Il y a toujours une expérience positive et constructive à en sortir. Et pourquoi valorisation? Parce que souvent, les femmes, le regard d'une femme peut changer quand elle a quelque chose dans sa vie qui l'impacte négativement. Et concrètement, mon travail, justement, consiste à ça, à la valoriser dans ce qu'elle est, pour qu'elle change son regard sur elle-même, pour qu'elle se voie autrement. Je ne suis pas que ce qui m'est arrivé. Par exemple, si je reste sur le cas des femmes atteintes de pathologie, j'ai perdu mes cheveux, j'ai subi la maladie, les traitements. Comment je vais redevenir actrice de ma vie là pour me retrouver? Parfois, souvent, je dis parfois, c'est souvent, les femmes qui ont subi des violences ou encore les personnes qui ont eu en tout cas des épreuves difficiles, émotionnelles ou physiques, ont tendance à chercher à être comme elles étaient dans le passé. Sauf que là, il est important, dans l'accompagnement que je leur apporte, OK, j'ai vécu ça, maintenant je change, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il me reste? À se recentrer sur elle-même pour pouvoir en sortir quelque chose de nouveau et se redécouvrir autrement. D'accord. Est-ce que vous diriez, suite à cette explication, que la femme noire, elle a cette capacité d'adaptation, la résilience, sûr, cette bien fameuse sûr. résilience dont on parle, Bien sûr. et elle a de la ressource, cette femme noire, selon vous? Oui, pour moi, oui. D'accord. Totalement. Et moi, je dirais, Mhm. parce que vous avez parlé tout à l'heure de est-ce que c'est un échec collectif? Non. Moi, je dirais pas que c'est un échec parce qu'un échec, ça veut dire qu'on a essayé puis on a échoué. Mhm. Alors que c'est vraiment une transmission involontaire, c'est-à-dire, on a parlé de l'histoire, donc je crois que la femme n'a même pas eu le choix de pouvoir se dire est-ce que je vais réussir ou pas. D'accord. Maintenant, la prise de conscience collective va amener un nouveau départ pour toutes ces femmes que nous sommes, ces femmes noires qui justement sont empreintes d'une identité qui leur est collée à la peau, mais de pouvoir se dire qu'il y a autre chose. Il y a autre chose que ce que j'ai reçu. Il y a tout un panel de choses que l'on peut découvrir. Et à travers chacune de mes collègues ici sur le plateau, on voit bien que le fait de faire naître le déclic chez la femme, que ce soit par le moyen de l'alimentation, que ce soit par le moyen de l'approche du bien-être, ou que ce soit par le sport ou autre, eh bien, le déclic, il naît. Et nous, notre but, c'est justement de pouvoir faire émerger cette petite lueur d'espoir, de se dire, eh bien oui, j'ai de la valeur. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé de le rappeler. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'à un moment donné, on n'ait plus besoin de dire et de rappeler à une femme que tu as de la valeur. Mais c'est vrai qu'il faut qu'elle compose avec sa famille, il faut qu'elle compose avec qui elle est déjà, qu'elle accepte. J'ai une amie qui disait, il faut te regarder dans le miroir. Tu trouves peut-être que tu as un gros nez, mais c'est ton gros nez, il est comme il est. Il ne faut pas essayer de se changer ou de se métamorphoser, mais commencer à se dire, je suis ce que je suis et j'accepte ce que je suis. Et on parle beaucoup de solidarité féminine, mais malheureusement, parfois, dans ce domaine-là, les femmes entre elles ne s'aident pas non plus. Et ça n'aide pas. Et c'est pour cela qu'on observe qu'il y a quand même un changement, parce que beaucoup plus de mouvements en faveur des femmes naissent, parce qu'elles ont compris qu'à un moment donné, malgré notre unicité, on crée une unité. Et dans cette unité, eh bien, on est là dans un objectif qui est de pouvoir reprendre et se réconcilier avec notre valeur. Ça veut dire qu'on n'a pas une valeur aujourd'hui, on a déjà quelque chose en nous dont il faut prendre conscience, comme un diamant qu'on doit briser un peu pour qu'on voit sa valeur, Penser, ou oui. comme l'or qui est éprouvé par les flammes. Leur dire que voilà, l'or, ce métal précieux, c'est par les flammes qu'il est révélé. Ça veut dire que l'histoire de vie que nous avons n'est pas un boulet que l'on traîne, mais notre histoire de vie, au contraire, est notre force, parce qu'elle vient valoriser la femme que nous sommes, tant dans l'apparence extérieure que dans l'apparence intérieure, et pouvoir reconnaître qu'on a eu des blessures ou qu'on a eu des étapes dans nos vies difficiles n'est pas une tare. Au contraire, c'est pouvoir dire aux personnes, on ne nie pas la difficulté, on ne nie pas, mais on veut vous dire que vous êtes plus que ce que vous avez vécu, vous êtes plus que votre histoire. Alors, à ce propos, justement, toutes les femmes n'ont pas connu des traumas. Nous sommes d'accord. Toutes les femmes n'ont pas connu d'enfance difficile ou de parents, etc. Et pourtant, ces femmes qui n'ont pas vécu de trauma, certaines d'entre elles subissent quand même la dévalorisation ou ne s'aiment pas, etc. Beaucoup de femmes disent de la bouche « je m'aime », mais dans leur choix de vie ou dans leur comportement, on voit l'inverse. Ce serait dû à quoi, selon vous, Alors Prisca? justement, c'est ce sur quoi je voulais rebondir. Même nous, finalement, dans notre manière de représenter la femme, on a parlé de résilience, on a parlé de trauma, on a parlé de difficultés, mais c'est aussi cette vision
à laquelle on est scotché souvent. Et moi, j'ai envie de dire un travail qu'on doit vraiment faire aujourd'hui, c'est de se valoriser par d'autres paradigmes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'éducation qu'on a reçue, surtout en tant que femme antillaise, c'est notre valeur se trouve dans notre force, dans notre capacité à rebondir face aux difficultés. On n'a pas appris à nos enfants, enfin à nous, notre génération en tout cas, à se valoriser dans le positif. Être une artiste, savoir danser, être un enfant joyeux, la légèreté. Et justement, il y a des gens qui disent « Ah, on pas jamais vivre rien », comme si on ne peut pas être fier de soi, avoir de l'estime pour soi, si on n'était pas passé par les flammes de l'enfer, j'ai envie de dire. Mais c'est parce qu'on a aussi, et c'est inconscient vraiment, cette idée que la résilience, c'est la valeur suprême. C'est que dans la difficulté, je tire mon expérience. Et c'est une bonne chose. Mais il y a aussi cette idée de se dire, pourquoi on n'aurait pas plus droit à la sérénité, à la douceur, au cocooning, au câlin. Et ça, c'est des valeurs qu'on ne transmet pas encore suffisamment. Et si on compare la femme noire, puisqu'on est en train de parler de la femme noire, à d'autres femmes, d'autres cultures, d'autres ethnies, une jolie petite fille blonde qui aura une petite vie toute douce, on trouve ça normal. Mais une petite fille noire, quand on la voit, on s'imagine spontanément qu'elle a dû vivre des choses terribles. Et ça, moi, par exemple, en tant que maman, je transmets à ma fille le bonheur d'être soi, d'être, tout simplement. Et oui, tu as une force, oui, tu as des capacités, mais allons mettre une lumière positive sur tout ce que tu fais, soit que tu es, et on se rend compte qu'en fait, ça change tout de suite la manière dont l'enfant se voit dans le monde. Et je pense que ça, c'est un point important. La résilience, moi, j'avoue, j'aime pas. Pourquoi je dis ça? C'est une belle chose, mais c'est une valeur qui a pris trop de place, peut-être par rapport à notre histoire. On parlait de l'esclavage. Je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est aussi quelque chose qui nous enferme dans cette difficulté à rêver d'autre chose, à rêver d'une sorte de liberté, d'une ode à la joie, de ce droit d'être simplement heureux et de l'affirmer. Bien sûr, on va tous vivre des moments difficiles, mais des fois, je trouve que la résilience, c'est même quelque chose à contre-courant, enfin, contre-productif. Parce qu'on va dire, ah, mais tu peux tout supporter, tu peux tout gérer, tu peux tout surmonter. Et puis nous, plus sac la loue, plus nous contents. Parce que ça montre ma valeur. Ben justement, la valeur d'aujourd'hui de la femme noire, c'est autre chose. C'est aussi dire, moi, j'ai droit à autre chose. Alors, je pense que c'est important. C'est ça, immanquablement, vous faites référence à cette histoire, ce passé que nous avons. On pense à la femme potomitan, hein, n'est-ce pas? On en parlait en amont de cette émission, en préparation. La femme potomitan qui aujourd'hui était le potomitan de notre société, justement, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents. Mais aujourd'hui, cette nouvelle génération la refuse, à l'instar de ce que vous venez de dire, Prisca. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames à côté? Bien, moi, je voulais rebondir sur ce que Prisca a dit et je rajouterais même, donc c'est vrai, on a parlé beaucoup de résilience, de la valeur de la femme, on va dire, qui vit, qui fait face à certaines difficultés, parce qu'en réalité, sur le terrain, nous sommes confrontés à cela, mais je n'oublie pas que dans aussi mon approche, j'ai parlé de vulnérabilité. Et je crois que la valeur, comme elle a très bien dit, le fait d'être, savoir, et moi, c'est ce que je transmets aussi aux femmes, savoir s'accepter. OK, là, j'arrive pas à le faire, c'est OK. Ben, qu'est-ce que je vais mettre en place pour peut-être me relever selon, bien sûr, la difficulté rencontrée ou encore, ben, OK, j'arrive pas à faire ça, bon, ben, je vais peut-être réessayer. Mais accepter aussi de ne pas toujours être capable de faire des choses, c'est important. Et je voulais rajouter aussi que l'estime de soi, beaucoup de femmes pensent que l'estime de soi, ben, ça y est, je vais mettre en place, je vais m'estimer un jour, mais c'est pour ça dure toute la vie. Et comme j'aime à dire, l'estime de soi, pour moi, c'est par saison. On doit toujours la nourrir, la faire grandir. Et pour répondre, du coup, Clara, à votre question, il est vrai que la femme potomitan, c'est quelque chose que je n'approuve pas forcément, sans renier mon origine et voilà, culturelle, parce qu'en réalité, ça donne une charge mentale à la femme. Ça pousse à voir la femme comme quelqu'un aussi qui contrôle, ça la pousse dans ce rôle de contrôle, de personne dominante, alors que pour moi, une femme, c'est quelqu'un qui peut être sans avoir à se mettre dans une posture de supériorité, et puis bien sûr d'avoir toutes ses charges. Et puis, nous avons aussi l'homme qui doit jouer un rôle dans une famille. Il y a l'homme et la femme, c'est quand même important. Voilà. C'est ça, le fait de prouver sa valeur, puisque c'est la question qui nous réunit ce soir, la femme
noire a eu beaucoup d'étiquettes. Elle a été, on en Exact. parlait de l'esclavage, pour être valorisée, il fallait qu'elle ait des enfants qui lui étaient enlevés, etc., etc. Et encore aujourd'hui, est-ce que la femme noire a encore, selon vous, ces étiquettes-là il faut qu'elle soit maman pour qu'elle soit reconnue, ou bien marraine, ou bien, voilà, il y a toujours un lien, une espèce de, on la voit un peu comme ce ventre, vous savez, qui Oui. donne la vie, et grâce à ça, une sorte de rédemption lui est due, lui revient en fait. Vous n'êtes Alors, pas d'accord, Madame Merlin? alors, c'est pas que je sois pas d'accord, mais c'est que l'idée, c'est justement, lorsqu'on se connaît, on sait poser ses limites. Et que ce soit les limites de la famille ou de l'éducation ou de la société, ces limites-là, on saura les poser. Mais justement, je pense que c'est tellement important qu'une femme, même avant d'être mère, ou même si elle est déjà mère, Oui, elle apprenne à s'estimer, à savoir qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Parce que la société lui impose, mais qu'est-ce qu'elle aime vraiment, qui elle est vraiment. Et je pense que tout ce travail-là aide, d'une façon ou d'une autre, une femme à finalement se dire, ben, ok, j'aime ça, mais ça, même si la société me dit qu'il faut que je le fasse, il faut que je sois toujours bien apprêtée ou pas, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois filiforme, il faut que je sois... En fait, il y a tellement de stéréotypes dans lesquels on peut rentrer en fonction de son éducation, du contexte professionnel, du contexte où... Et en fait, à aucun moment on se dit, mais je suis moi, mais je suis juste dans mon travail pendant quelques heures. Mais en fait, c'est pas ce que je suis. Et souvent, je répète aux femmes, mais ton travail n'est pas ton identité. Ta façon de te voir ou ce que les autres te disent, si ça ne te convient pas, mais en fait, qu'est-ce qui te convient réellement? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que tu as pris le temps de t'écouter? Et en fait, tout ce travail-là, je pense que ça peut aider en fait une femme à pouvoir mettre une limite. Il y a des femmes qui n'ont pas eu le choix d'être potomitan parce qu'elles se sont retrouvées seules, parce qu'il y a eu ci ou il y a eu ça. Il y a des familles où c'était un cri, en fait, c'était pas une option, elles n'avaient pas le choix. Maintenant, même si elles n'ont pas eu le choix, elles ont montré, OK, qu'elles savaient le faire, mais est-ce que pour autant, aujourd'hui, nous, on doit, même si on a cette pensée et on a eu cette éducation, est-ce que pour autant, on doit s'oublier? Parce qu'une femme potomitan reste une femme. oui. Est-ce que même si elle l'est parce qu'elle n'a pas le choix, une maman qui est par exemple maman solo, ok, elle n'a pas le choix, mais est-ce qu'elle ne peut pas prendre 1 heure ou 10 minutes pour lire un livre, se poser, même si c'est quand les enfants dorment, au début et après Et en fait, c'est une question aussi d'organisation. C'est une question de quel temps tu te consacres. Est-ce que tu as assez de valeur à tes yeux pour que tu te sentes assez importante pour te consacrer un temps de qualité? Et en fait, c'est peut-être là la vraie question. Est-ce qu'on s'aime assez pour considérer qu'on a besoin de prendre soin de soi? Et là, lorsqu'on commence à toucher du doigt, on commence à gratter un petit peu et on se dit... Et la femme qui, quand je lui pose la question, en général, me regarde, très souvent, voilà, l'émotion remonte parce qu'elle réalise que, effectivement, est-ce que je m'aime? Est-ce que c'est pas ça le vrai problème? Et du coup, apprendre à s'aimer, apprendre à se connaître, apprendre à s'estimer, peut réguler cette histoire de femme potomitan. Parce que ça n'empêche pas qu'on a des responsabilités, ça n'empêche pas qu'on doit aller bosser, qu'on doit Ben faire oui. ci ou ça. Mm. Ok, mais si j'ai plus envie, si à un moment j'ai envie de rester à la plage parce que c'est comme ça, eh ben, si je l'ai décidé, eh ben, je vais le faire. Même si c'est 1 heure, même si c'est une fois par mois. Mais en fait, tout est-ce que je le veux vraiment? Mhm. Et quand on le veut vraiment, ben en fait, en général, on sait comment faire pour que les choses se mettent en place. Et C'est même ça. une maman, on parlait tout à l'heure du rôle du mari ou de la personne qui est le père des enfants. Est-ce que lui remettre ça à sa bonne place ou lui dire, ben, aujourd'hui, c'est toi qui gardes, hein, il n'y a pas le choix parce que je ne suis pas disponible. Parfois, on n'ose pas. J'ai échangé avec une femme que j'accompagne et en fait, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu lui donnes pas les enfants? Ah ben, j'y avais pas pensé parce que je gère tout le temps les enfants. En fait, elle n'y avait juste pas pensé. Je lui ai juste posé la question. Je lui ai pas dit, va lui dire. C'est juste une question posée. Et parfois, une femme a besoin de ce type de questions. Et en fait, de ces temps de qualité où on peut échanger, on peut être accompagné, on peut déguster un bon repas, on peut être dans un temps de qualité avec d'autres femmes. Parfois, c'est juste de ça qu'elle a besoin, mais il faut qu'elle rencontre quelqu'un qui puisse le lui dire. C'est ça. Parce que parfois, on l'entend Alors, pas. c'est très bien que vous ayez parlé des messieurs, hein, puisqu'ils ont leur place aussi. Ma question suivante pour Madame Lorsolo, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que quelque part, on parle de confiance en soi, hein, de valorisation, estime de soi, etc. Est-ce que parfois certaines femmes noires que nous sommes, est-ce qu'on ne confond pas cette estime de soi, cette valorisation avec validation masculine? Très subtil, très subtil. La validation masculine, la confiance en soi.
Il y a peut-être un peu de ça, mais je dirais même pas la validation que masculine, mais la validation de ses aînés. La validation de... Parce que malheureusement, qu'on le veuille ou non, cette image potomitan-là, elle est quand même difficile à retirer. Et elle est inscrite des fois chez nos aïeux, chez nos grands-parents, chez Bien nos sûr. parents. Et du coup, on essaye de faire les choses pour déjà rechercher la validation auprès de notre famille. Et ensuite, la validation masculine, je ne sais pas si on attend cette validation ou si on veut prouver qu'on est capable de faire, je gère, voilà, donc ça dépend. La validation masculine, oui et non, mais je dirais la validation aussi de ses pairs, voilà, c'est parce que malheureusement, je suis totalement d'accord, parce que la preuve, c'est qu'on est arrivé directement sur la résilience, ce qui montre bien qu'elle est là, elle est présente, et je suis d'accord avec mes collègues, le potomitan, je suis pas très, voilà, c'est plus quelque chose que l'on traîne, qui nous contraint encore à devoir avoir la validation de la société. C'est-à-dire, c'est même pas la validation masculine, mais c'est-à-dire que à un moment donné, eh bien, il faut pouvoir prouver que l'on a réussi à gérer tout. Et finalement, cette fameuse vulnérabilité que l'on a passe pour une faiblesse, alors que c'est quelque chose que l'on a le droit d'exprimer, de pouvoir dire aujourd'hui je ne peux pas, aujourd'hui je peux. Moi, je dis souvent, par exemple, je vais parler en tant que mère célibataire, que je suis pas un père. Ça veut dire que chacun, on a un rôle. Donc, moi, je dis pas à mes enfants, je suis maman et papa. Je ne suis pas maman et papa. Je suis maman, je suis faite comme je suis et je ne peux pas avoir les deux casquettes. Et même si le papa ne vit pas avec moi, je le fais exister, il est là et je ne vais pas dire à mes enfants, oh non, déjà, ils n'ont même pas le droit d'être mêlés, d'ailleurs. Conflit parents, les enfants ne doivent pas être... Je le dis là quand même, c'est important de préserver les enfants, mais surtout de préserver l'image mère et père, Oui. quand c'est possible en tout cas, parce que je sais que ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, c'est important de pouvoir le faire exister, parce que l'équilibre est important à ce niveau-là. Maintenant, la validation de notre estime va devoir passer par la transmission liée à la prise de conscience. Qu'on le veuille ou non, les choses, les traces de cette résilience, les traces de ce phénomène de potomitan ne pourront être retirées que par la force de la prise de conscience collective et la force j'ai pris conscience, je passe le relais, je transmets d'abord à mes enfants, j'ai pas d'enfants, à mes nièces, je transmets à ceux qui m'entourent, parce que c'est comme cela qu'on va commencer à faire quelque chose. Et si on ne commence pas, on va toujours rester à faire le constat, potomitan, non, c'est-à-dire, et puis oser affronter le poids du regard de la société, parce que qu'on le veuille ou non, cette image aussi est des fois pour certaines femmes une valorisation de se dire je suis potomitan, je sais gérer, et limite c'est une force, ça devient une force, alors qu'en réalité, quand on creuse, en vérité, on a tous et toutes, et je dis bien tous et toutes, nos moments de faiblesse ou nos moments de vulnérabilité. Et il y a faiblesse, il y a vulnérabilité, et nos moments où on a le droit de ne pas être en capacité de faire, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai pas de valeur. Donc la validation à ce niveau-là, je pense que c'est le travail à faire là, à pouvoir en débattre comme ça, c'est ça. et faire avancer les choses. Justement, donc Madame Morgeon, vous regardez, vous écoutez avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'on peut donc finalement être, comme disait Madame Lorsolo à côté de vous, est-ce qu'on peut être épanoui sans validation extérieure? Alors, pour répondre à ça, j'étais en train de me faire la réflexion pendant qu'on discutait d'un phénomène qui montre bien comment la nouvelle génération a décidé de s'affranchir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Quand on regarde les nouveaux mouvements musicaux, on va dire, notamment le chata, où les jeunes femmes ont décidé de cette façon, qu'on valide ou pas, de prendre le pouvoir. C'est une façon aussi pour elles, je pense, de justement s'affranchir du regard. C'est poser tous les regards sur moi, mais en disant je fais ce que je veux, je gère mon corps à ma façon. C'est une hypersexualisation, c'est tout ce qu'on veut, mais je me faisais la réflexion de est-ce que justement une façon excessive peut-être pour certains d'arracher ma liberté d'expression, ça n'a pas donné justement aussi ces mouvements-là. Donc l'idée, c'est que je ne veux plus exister dans le regard d'un homme comme sa chose, j'existe dans le regard des hommes et des autres comme quelqu'un qui arrache ma liberté, qui fait ce que je veux, au point parfois d'être peut-être pour certains dans l'excès. Et effectivement, cette nouvelle génération a choisi, je pense, la nouvelle génération qu'on a là,
tout cet héritage, toutes ces obligations, tout ce poids, ben, ça a donné cette espèce de volcan que ce mouvement-là, par exemple. Et cette génération de femmes qui, peut-être pas en façon dans l'hypersexualisation, mais aussi cette génération de femmes qui a décidé d'avoir ses propres codes. Et moi, je trouve je trouve que ça pousse à réfléchir qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Et peut-être D'accord. qu'effectivement, comme on est en train de faire ce débat-là, discuter de nos valeurs, ça permettrait peut-être de remettre un petit peu De de recentrer. centre, de cohérence D'accord. et de retrouver quelles sont nos valeurs fortes qu'on veut transmettre par la suite, Mhm. effectivement. Je ne sais pas si vous suivez les actualités, j'imagine que oui, mais de manière internationale. Très récemment, aux États-Unis, un événement malheureux qui fait débat actuellement dans la société, surtout afro-américaine, d'un homme qui a tué sa femme dans le cadre. Alors, cette jeune femme était mère adjointe et brillait de par le travail qu'elle faisait au niveau de la société, de la communauté ou le voisinage, la ville où elle intervenait. Et son mari, par jalousie, a tué cette jeune femme en disant je n'en pouvais plus. Elle était trop mise en avant, je n'en pouvais plus. Et ce débat que je suis d'un peu loin a réveillé un certain nombre de questions chez moi et je voudrais vous poser celle-ci. Pourquoi est-ce que certaines femmes brillantes, des femmes noires ou pas, hein, mais chez nous, pourquoi est-ce que des femmes brillantes comme cette jeune femme ont tendance à entretenir des relations comme celle-ci qui sont très toxiques et qui les poussent justement à se retrancher malgré le fait qu'elles excellent académiquement, professionnellement, etc. Ça arrive très souvent qu'elles ne se mettent pas avec des messieurs qui les valorisent ou qui les traitent comme des reines, etc. Vous comprenez ma question? Mhm. Ça arrive très, très souvent. Pourquoi, selon vous? J'avoue, en fait, je me permets ça Oui. parce que c'est quelque chose qui me touche énormément comme sujet. On nous a pas appris qu'on méritait ce qu'on avait. On a toujours l'impression, en tant que femme noire, tu as travaillé dur, tu as donné ton maximum, mais la notion de mérite, c'est pas une valeur qu'on nous transmet naturellement, contrairement aux hommes. Mhm. Les hommes, dans leur éducation, on leur explique qu'ils peuvent tout faire, tout avoir, tout obtenir. Nous, quand on est au même niveau qu'eux en tant que femmes, et surtout femmes noires, il y a une culpabilité qui vient avec. Cette idée de, soit parce que j'ai pas peut-être tiré assez en même temps que moi, mes pères, mes sœurs, ou voilà, soit parce que je fais de l'ombre, est-ce que je mérite vraiment tout ce que j'ai? Est-ce que j'ai le droit d'être à ce niveau? C'est ça. Parce qu'on nous transmet cette notion de hiérarchie, cette notion d'humilité, être gentille, être discrète, bonne petite fille. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Non, Normalement, on pourtant peut non. être. Mais c'est une Mais ces transmission. relations, c'est ça. Et ces relations ont souvent tendance à diminuer l'impact de C'est ce ça. qu'elles ont pu accomplir. Mesdames, vous en pensez quoi? Bien, effectivement, quand nous voyons une femme, par exemple, qui a subi des violences conjugales, par exemple, je pense qu'on y revient au fait que la valeur de la femme, où est-ce qu'elle la trouve finalement? Et il est vrai aussi que souvent, la femme met sa valeur dans ce qu'elle fait. Mais il est vrai également que on en parlait tout à l'heure, et ce qui me venait, c'est cette absence aussi de visu masculin. Parce que concrètement, pour faire un choix de mari ou d'homme, il est important aussi d'avoir un visu masculin dans sa vie, parce que l'homme a sa place, la femme aussi. Le père apporte quelque chose à la famille, la mère aussi. Donc, un homme, alors, il est vrai que bon, il peut y avoir des pères qui ne soient pas forcément bienveillants. Enfin, il y a toutes sortes aussi de traumas qui peuvent exister. Mais quand un homme est présent pour ses enfants, il y a quand même cette transmission, malgré tout, de repères pour la fille, et elle sait quoi choisir. En tout cas, moi, je fais face à cela sur le terrain, des femmes parfois qui ne savent pas comment choisir un homme, discerner, par exemple, quelqu'un qui est toxique et quelqu'un qui ne l'est pas. Ça passe par le manque d'estime d'elle-même, mais ça passe aussi par l'absence parfois du père aussi. D'accord. Et du coup, ça en revient au fait de travailler sur soi Exactement. pour apprendre à se connaître, s'estimer et ne pas chercher en l'autre son besoin de combler finalement ce besoin d'amour ou de combler ce manque vide. d'assurance ou ce vide. Et justement, lorsqu'on s'aime suffisamment, lorsqu'on est assez OK avec l'idée qu'on peut avoir des compétences, qu'on peut briller et qu'on est bien comme on est, mais en fait, la personne qui sera à côté de nous sera un plus. Sera quelqu'un qui va nous aider, mais on ne va pas attendre que cette personne-là soit notre source. Et en fait, quelle est notre source finalement? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que je la cherche
en autre chose. Et en fait, c'est ça. Très souvent, ce sont des personnes qui n'ont peut-être pas été aimées ou ne se sont peut-être pas assez aimées elles-mêmes pour prendre conscience que j'ai assez de valeur pour ne pas supporter de vivre ça. Et lorsqu'on connaît sa valeur, on pose ses limites. On n'accepte plus n'importe quoi, ni dans la façon dont on nous regarde. Et là, je ne parle pas que des relations amoureuses. Oui. Dans les relations amicales, Amical, bien dans des sûr. familles, parfois, il peut y avoir Familial. des personnes Mhm. qui ne sont pas forcément bienveillantes ou voire même toxiques, ou dans les relations tout court, dans le milieu professionnel, dans tous les milieux, en fait. On peut évoluer avec des gens, mais s'aimer suffisamment pour se dire, bon, je vais supporter jusqu'à... Non, mais au bout d'un moment, non, c'est bon. On peut ne pas forcément faire d'éclat, hein. On peut juste s'éloigner, ou juste bloquer, ou juste continuer, ou juste changer de travail. Il y a tellement d'options. Et dans le cas d'une relation amoureuse, est-ce que cette femme-là a eu quelqu'un qui lui a dit un jour, mais tu as de la valeur, en fait. Parce que même si elle brillait aux yeux des gens ou dans les médias, mais intérieurement, on ne sait pas ce qu'elle vivait. Et peut-être qu'elle ne s'aimait pas suffisamment pour se dire, j'ai assez de valeur pour mériter d'être bien traitée. Oui, alors pour compléter l'anecdote, l'histoire de ce couple-là, elle s'est mariée avec lui, il ne travaillait pas, il n'avait aucun revenu, donc j'aime pas le mot entretenir, je ne dirais pas qu'elle l'entretenait, mais vous comprenez, il n'y avait L'idée, qu'un ouais. revenu dans le foyer qui était le sien, et lui n'a pas supporté que systématiquement, donc toutes les photos ressortaient des événements où il était à ses côtés à chaque fois, c'est elle qui prenait le micro, c'est elle qui parlait, etc. Et donc lui, l'homme, pour conclure donc sur cet épisode, est-ce que nous n'avons pas aussi un travail, on parle de transmission aux jeunes filles, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire avec nos jeunes garçons C'est qui ça. arrivent là, nos petits garçons là? Exactement. Je Totalement. souris depuis tout à l'heure parce que C'est j'allais ça. dire, bon, mais ça, il y a le prochain débat, c'est la valeur des hommes. Et effectivement, il y a un travail à Ouais. faire là-dessus, effectivement. On parlait de l'éducation. Oui. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que même là, quand on observe l'éducation avant, il y avait une façon. On apprenait aux filles à faire ça, on apprenait aux garçons à faire ça. Parce que déjà là, la distinction était déjà faite, la catégorisation se faisait. Mhm. Et oui, on a une responsabilité dans la transmission. Et je pense que l'éducation, ouais, c'est là que les choses vont se jouer, de manière à ce que les choses changent. Parce que j'imagine que cette femme, elle aurait pu avoir confiance en elle, mais si elle a en face d'elle un homme blessé et qui, du jour au lendemain, se révèle et puis qui décide de faire cet acte cruel, eh bien, on ne le voit pas forcément venir parce qu'il y a aussi le phénomène de l'emprise aussi. Parce que lorsque les femmes, en tout cas victimes de violences ou de violences conjugales ou de violences psychologiques, eh bien, des fois, on se dit, mais elle a un niveau, comment c'est possible qu'une femme aussi cultivée puisse souffrir? Eh bien, c'est parce qu'il y a... Tu parlais de l'éducation, de s'estimer, et parfois c'est dans l'éducation, mais aussi par rapport à ce qu'on a pu vivre, comment les choses ont été accompagnées, qui fait que finalement, l'histoire, quand ils arrivent au mariage, parfois ça naît réellement de vrai amour. Un vrai amour qui prend beaucoup de place et qui fait que malgré, eh bien, je suis grande, je suis mère, je suis présidente, je suis tout ce que tu veux, ma fragilité, elle est dans ce cocon-là, c'est lui qui connaît, et finalement, j'ai osé enfin me livrer. Comment puis-je partir de cela? Parce que finalement, il est quand même là. Finalement, il me connaît. Et puis, il y a des personnes aussi qui ont, hommes comme femmes, qui ont cette capacité de pouvoir vraiment avoir une emprise psychologique sur une personnalité déjà affaiblie ou une personnalité qui n'a pas reçu d'estime ou de valorisation. Eh bien, et c'est pas... Je ne veux pas mettre la responsabilité en disant les parents n'ont pas fait, parce que je crois que les parents d'avant, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient, ils ont fait avec ce qu'ils ont reçu. Peut-être que nous-mêmes, à leur époque, avec ce qu'ils avaient comme moyens, on n'aurait pas fait mieux. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert sur le monde, on a beaucoup plus accès à différents types de pédagogie, la connaissance, elle s'accroît, et résultat, aujourd'hui, on peut observer qu'il y en a qui vont sortir prendre leur liberté, soit par le mouvement de la danse ou autre. Oui. Mais en tout cas, les connaissances que l'on a nous permettent aujourd'hui de pouvoir essayer de tendre vers quelque chose d'autre et aider, en tout cas, ne serait-ce que, par exemple, je vois par rapport aux femmes que je peux avoir, pousser à sortir du silence
pour prendre sa liberté. D'accord. Alors, désolée, Ouais. puisque le temps court, je voudrais juste qu'on parle un petit peu, avant de passer à la tribune digitale, un peu de beauté, hein. La femme noire, on le sait, on va parler un peu simplement des cheveux, hein. Elle a elle est versatile, hein, avec ses cheveux, perruque, tissage, etc., nattes, tresses, locks, etc. On a fait d'ailleurs plusieurs émissions là-dessus. Ce changement-là d'apparence que la femme noire a davantage que les femmes d'autres ethnies, hein. Est-ce que vous pourriez dire que c'est une réponse à une certaine forme de pression sociale où les critères de beauté sont européanisés Pour moi, il y a aujourd'hui, oui ou non, selon Pour vous? moi, il y a un peu des 2. Mhm. Parce qu'en fait, tout part de la motivation. Pourquoi Mhm. je fais ce choix? Par exemple, pour une perruque, pour un tissage. Pourquoi je n'aime pas mes cheveux? Est-ce que c'est parce que je ne m'accepte pas ou est-ce que c'est parce que je veux faire comme tout le monde? Et moi, je mettrais en avant le fait que tout dépend de la motivation. Exact. Alors, les complexes chez la femme noire, on en a beaucoup plus que les autres femmes, d'après vous, ou pas? Non. Alors, on parle beaucoup de la Franchement, femme parce que noire. quand tu Alors, de vouloir être noire. Mesdames, juste une... Je pense qu'on est Une- mal placé pour se sentir. Tout le monde veut nous imiter. Regardez Oui, les on est Kardashians. d'accord. Mais pourtant, on parlera davantage d'une femme noire qui mettra des tissages ou des perruques régulièrement qu'une femme blanche qui mettra des extensions. On est Parce d'accord. que ça s'appelle extension pour une femme blanche et elles en mettent régulièrement. Mais pourtant, chez nous, ça apporte tellement de noms. Bon, je ne vais pas citer les noms que les jeunes donnent aux faux cheveux, comme on dit. Pourquoi est-ce que chez nous, alors que c'est valorisant normalement, Il y a une ceci- femme qui est versatile avec ses cheveux, ses habits, etc. Normalement, Tout dépend de la motivation. Voilà, c'est Parfois, c'est un problème aussi identitaire. Mhm. Elle ne sait pas trop comment se positionner, s'aimer. Oui, vas-y. Mais l'idée, en fait, moi, je sais que j'ai grandi avec mes cheveux naturels pendant toute ma vie quasiment. Et à un moment, j'ai dû faire quelque chose dans mes cheveux, donc un soin particulier, parce que j'en pouvais plus. Parce que j'avais pas le temps, parce que je reprenais mes études et j'avais vraiment besoin de rapidité. Mais quand je l'ai fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux choisir comme type de soin qui va le moins m'enlever mon grain parce que j'ai appris à aimer mes cheveux. Par contre, j'avais aucun problème à mettre une perruque ou à faire un tissage parce que je trouve ça génial de changer de tête. C'est Je ça. me dis, mais aujourd'hui, mon humeur là, ouais, il faut que j'ai les cheveux lisses. Demain, allez, je fais mon afro. Et en fait, si on apprend à s'aimer, on en revient là. S'aimer, c'est aussi ses cheveux. Ben, en fait, ces cheveux deviennent un outil qui fait partie de soi. Ça veut dire qu'on peut choisir une couleur, mais on peut choisir aussi le style. Si aujourd'hui on a envie de mettre une lace parce qu'on n'a pas le temps, ben mets ta lace. Alors Et en plus, concrètement, c'est vrai, parce que même aimer ses cheveux, mais apprendre aux autres à aimer aussi l'autre dans sa différence. c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que Concrètement. je parlais de... Excuse-moi, Clara. Désolée, Vas-y. très courtement parce que le Oui, temps c'est file. pour ça qu'on parle de motivation. Là, c'est pour changer de style, parce que les femmes sont coquettes. Donc, je conclus là-dessus. Allez. Alors, la question que je voulais vous poser avant de passer à la... J'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais qu'est-ce que vous voulez? Le débat est beau. Alors, c'est passionnant. Une femme noire qui concrètement reconnaît sa valeur, c'est quoi selon vous? Une femme, pour moi, qui sait s'accepter telle qu'elle est et mettre ses limites. On est d'accord, tout le monde? Oui. Qui prend soin de soi Oui. et qui arrive aussi à accepter que l'autre ne l'aime pas, Oui. mais c'est pas grave parce qu'elle s'aime. J'aime ça, c'est pas grave. C'est Allez, OK. c'est pas grave, c'est OK. Tribune digitale tout de suite. Alors, la tribune digitale, c'est une question que pose un téléspectateur ou une téléspectatrice quand j'annonce le sujet. Alors là, c'est question avis, on va dire. La femme, alors cette téléspectatrice, c'est une femme qui dit « La femme indienne, asiatique, noire ou pas, toutes les femmes doivent être valorisées et devraient être, et pas seulement, pardon, je l'ai écrit de ma belle écriture, vous savez déjà les citatas, et pas seulement la femme noire. » Et elle me dit, je ne suis pas d'accord avec vous, Clara, sur ce sujet. Pourquoi en faire un sujet? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai trouvé ça génial. Je me dis, c'est super, cette question, elle est top. Pourquoi est-ce que nous devons, autour de cette table, c'est important de parler de la valorisation de la femme noire et pas la femme en général, indienne, asiatique, etc. C'est la question que pose la téléspectatrice. Alors, il est vrai que nous n'avons pas parlé des autres femmes parce que le thème était sur la femme noire, mais je voulais aussi l'évoquer dans notre débat. Les traumas que nous avons cités
Au-delà de la culture, ils existent, peu importe la culture et peu importe le pays. Maintenant, nous sommes en Martinique, donc pour moi, je crois que c'est évident de parler de chez nous. Donc, d'où la question, la femme noire, voilà, comment prouver sa valeur? Est-ce qu'elle a besoin de se valoriser? Je dirais oui, tout comme les autres femmes dans le monde entier. Mais pour aller dans ton sens, je pense que cette Zitata, tu dis, aura vu par le débat que oui, il y a quand même une spécificité à la femme noire, puisqu'on a pu tenir plus d'une heure et Bien on n'a sûr. pas tout dit. Oui, la femme noire, on a besoin. En fait, on ne peut pas avancer et se libérer de certaines chaînes, même invisibles, si on ne prend pas le temps de se rendre compte qu'on en a. Et donc- d'ailleurs, pour parler de vous, justement, Madame Morgeon, vous avez un statut reconnu en tant que chef en Martinique. À quel moment est-ce que vous êtes passée en tant que femme, hein, c'est quand même important, j'ai noté ma question, à bon, je me débrouille bien, à je suis légitime en tant que femme. Oh, c'est À quel moment, super. comment ça se passe? Au moment où je me suis rendu compte que ma voix pouvait inspirer d'autres personnes. Quand je cuisinais au départ pour le plaisir, c'est vrai, mais quand j'ai compris qu'il y avait des complexes par rapport au fait de ne pas savoir cuisiner, qu'il y avait des complexes parce que maman ne m'avait pas transmis certaines recettes ou autres, c'est les témoignages que je recevais, et aussi cette idée que le fait d'être martiniquaise, c'était une identité forte et que ça disait quelque chose, pas seulement de moi, mais de toutes les martiniquaises, et que dans le monde, on avait quelque chose à apporter. Quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit, ben oui, il faut que je porte cette voix-là pour transmettre, pour aider à donner de l'estime, pour valoriser l'héritage qu'on avait. Enfin, à travers la cuisine, c'est toute une identité, en fait, qu'on met en avant. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment qu'on attendait plus de vous parce que vous étiez une femme? Alors, elle sûr. n'est pas que pour vous, hein, Prisca, la question, elle est courtement. Oula, on est déjà à quelques secondes de la fin. Oui, mesdames, Bien sûr. vous avez déjà eu ce Tant sentiment? professionnellement que dans le quotidien, oui, bien sûr. Tout le temps, Tout le temps? tout le temps. Il faut prouver, il faut devoir argumenter, il faut négocier. Parce un que peu vous êtes plus. une femme et en plus une femme noire. C'est ça. Mesdames, en conclusion, si vous aviez un message, je suppose que vous en avez un, sinon vous ne seriez pas là. Vous avez donc un message à transmettre à nos femmes et à nos hommes, hein, nos itatas qui nous regardent, concernant cette... est-ce que j'ai à prouver? Qu'est-ce que je dois prouver? Vous diriez quoi? Courtement, chacune d'entre vous. Qui commence? Moi, je dirais cette phrase, je suis ce que je suis, pour l'homme et la femme. Super. Ben moi, je lui dirais, accepte-toi tel que tu es. Moi, je dirais ce qui m'a apporté toute ma jeunesse et aujourd'hui encore, je suis une femme noire, martiniquaise, je suis différente et c'est pour ça qu'on se souvient de moi. Donc, j'affirme. Madame Merlin? Tu as de la valeur, n'en doute pas. Super. Écoutez, j'espère, les Itatas, que vous avez entendu ces 4 beaux messages. En effet, nous n'avons plus rien à prouver. La question peut-être ne serait pas est-ce qu'il faut prouver, mais pourquoi est-ce qu'il faut prouver quelque chose en tant que femme noire à qui que ce soit. Bonne soirée à vous sur ces belles paroles. J'espère que vous avez été inspirés. Et je vous dis à jeudi prochain. Et merci à mes 4 invités. Vous étiez formidables, mesdames. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.